Bonjour, c'est Morgane Soularue. Avez-vous déjà entendu parler de la Vénus Hottentote, cette africaine du Sud exhibée dans les foires et devenue le symbole de la domination coloniale au début du 19e siècle ? Et savez-vous que le spectacle des os humains a attiré les foules jusqu'à la seconde moitié du 20e siècle ? Le 10 mai est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. L'occasion de se souvenir que la capitale de Bretagne accueillit elle aussi un village africain, Place Hoche, en 1929 et en 1932. Voici le zoo de la honte, un récit nous plongeant dans les heures sombres du colonialisme, à une époque pas si lointaine où tous les humains n'étaient pas considérés comme égaux. Vendredi 3 mai 1929, à Rennes. Le soleil brille dans la capitale de Bretagne. La traditionnelle foire exposition bat son plein et les Rennais sont de sortie dans cette ville fleurant bon le printemps. Délaissant les machines agricoles du Champ de Mars et snobant les marchands de tapis du boulevard de la Liberté, 2300 badauds vont pourtant se laisser happer par la curiosité en se rendant Place Hoche. Le clou du spectacle ? Un village nègre y met en scène l'infériorité supposée de cette race à l'heure où plusieurs pays d'Europe dictent leurs lois au reste du monde. En pleine époque coloniale, ce type d'attraction est à la mode et le public plus que jamais friand de ces êtres étranges ou étrangers montrés comme des animaux. Peu importe que ces acteurs exhibés lors de cette exposition coloniale ne sont pas reconnus comme soudanais ou sénégalais, ils sont simplement des Noirs. Et ces grands enfants peuvent s'estimer heureux que la France coloniale exerce sur eux sa mission civilisatrice. Pâle copie d'un village traditionnel africain, les huttes en paille dressées sur la place Hoche sont un miroir de cette supériorité considérée comme naturelle. Hommes, femmes, enfants, les figurants sont donc là, le regard perdu dans un océan d'incompréhension, parqués dans des conditions insalubres. Ils exécutent une danse, entament un rituel religieux. Le journal L'Ouest éclair préfère quant à lui se focaliser sur ses dents blanches, ses menottes crasseuses et ses cheveux si bizarrement tondus. Le quotidien ajoute: les visiteurs se pressent, curieux, autour du kiosque où, sur un rythme étrange, scandé par de bizarres tambours, se trémoussent les négresses. En attendant que Tarzan prenne le relais sur les écrans de télévision, les Rennais se font leur cinéma et, ravis par le spectacle, finissent par lâcher quelques piécettes. L'Ouest éclair confirme le tableau. Les visiteurs s'arrêtent aussi ébahis devant ces femmes qui portent leur bébé sur le dos, devant tous ces Noirs qui, impassibles, les regardent défiler en mâchant un bout de bois de gommier. Cet embryon d'exposition coloniale, ce tableautin de vie soudanaise, retiendra encore de nombreux passants par son pittoresque et par les originales attractions qu'il annonce. Des visites sont même réservées aux scolaires, preuve qu'il n'est jamais trop tôt pour imprimer dans les esprits le manuel du bon colon et les mécanismes de la pensée raciste. Alors qu'un rideau de pluie tombe sur la scène, les figurants se retrouvent à patauger dans la boue, pieds nus. L'Ouest éclair relate encore. Les ondées transpercèrent le chaume qui abrite les couvertures où dorment les nègres. Ceux-ci n'en perdirent pourtant point leur sourire. Tout le jour, ils montrèrent leurs dents si blanches aux visiteurs, tout heureux quand de gros sous tombaient dans leurs sébiles. Et les marmots qui s'accrochent aux passants en tendant leurs menottes crasseuses. Un sou moussier pour chercher bonbons. Ne s'inquiétèrent guère non plus de la pluie. En 1905, les Rennais avaient déjà eu l'occasion de tourner autour d'Indiens d'Amérique comme un curieux totem à l'occasion de la venue du cow-boy Buffalo Bill et de sa célèbre revue. Plutôt que de chercher à apprendre de ces cultures différentes, il s'agit d'amuser la galerie. Le mythe du bon sauvage, primitif et heureux, avait de beaux jours devant lui. En pleine crise, la France mise à fond sur son empire colonial et n'hésite pas à faire preuve d'amnésie. Dans les tranchées de 1914-18, les soldats français ont en effet eu l'occasion de combattre aux côtés de camarades indigènes. Pour les poilus, l'être humain n'a qu'une seule couleur, celle de la boue. Et nombre d'entre eux n'oublieront pas leurs frères d'armes.
Scandalisé par le triste spectacle de la place Hoche, l'un d'eux écrit à l'Ouest éclair. « J'ai honte de voir ces gens exposés non pas à l'admiration, mais au colibé d'une foule qui ne les comprend pas, ravalés au rang de bêtes curieuses. » Las, les expositions coloniales vont continuer longtemps de sillonner la France comme de simples spectacles itinérants donnés par des troupes de théâtre. Peu importe que le Japon ait tenté en 1919 de faire accepter le principe de l'égalité des races lors de la conférence de Paris. Et peu importe que l'égalité de tous les êtres humains ait été gravée dans le marbre de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Le triste manège des expositions coloniales continuera de tourner jusqu'en 1958, où 598 Congolais, dont 197 enfants, sont exhibés à Bruxelles. De la Vénus Hottentote, cette femme au physique atypique devenue le symbole de la domination coloniale en 1810, à la Seconde Guerre mondiale, le business de l'exhibition a fasciné plus d'1,4 milliard de voyeurs et exploité quelques 35 000 forçats de la figuration. Qui étaient tous ces êtres ainsi exhibés ? Quel était leur nom ? Personne ne s'en souciera jamais. Ils resteront les figurants anonymes de ces eaux de la honte. Comble de l'ironie pour les Rennais, les expositions françaises mettront également en scène des villages bretons et les représentants arriérés d'une région à moderniser de toute urgence. Le Zoo de la honte, quand Rennes accueillait une exposition coloniale, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane Soularue, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.